En Algérie, quand on dirige une entreprise, il y a deux taxes qu'on connaît très bien, la taxe de formation et la taxe d'apprentissage. On a souvent l'impression que c'est une charge inévitable, n'est-ce pas? Eh bien, et si je vous disais qu'il existe des moyens parfaitement légaux pour ramener cette charge à zéro? Oui, 0 dinar. Allez, c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors, première question, très directe. Est-ce que, aujourd'hui, votre entreprise paye bien ces fameux 2% de sa masse salariale en taxes, formation et apprentissage? Si c'est le cas, ou même si vous n'êtes pas tout à fait sûr, eh bien, croyez-moi, les prochaines minutes vont vraiment vous intéresser. Ok, voilà le programme. On va d'abord poser les bases avec la règle des 2%. Ensuite, le cœur du sujet, 5 astuces pour payer moins. Après, on passe au côté pratique, comment déclarer, les risques à ne pas prendre, et on terminera avec un regard sur ce qui nous attend en 2026. Allez, on y va! Bon, première étape, la règle des 2%. Parce que avant de chercher à optimiser quoi que ce soit, il faut bien comprendre de quoi on parle, c'est la base de tout. Alors en quoi consiste cette fameuse obligation fiscale? Alors, ces 2% sont en fait composés de deux parties égales. La première, c'est ce 1% pour la formation professionnelle continue. L'idée, elle est simple, c'est pour financer la montée en compétences des équipes déjà en place. En gros, un investissement direct dans votre capital humain. Et le deuxième 1%, lui, c'est pour la taxe d'apprentissage. Là, on parle de financer la formation des plus jeunes, ceux qui débutent, qui apprennent un métier directement sur le terrain, dans les entreprises. C'est pour préparer la relève en quelque sorte. Donc, si on fait le calcul, 1% plus 1%, ça nous fait un total de 2%. Voilà le chiffre clé à retenir. L'obligation pour l'employeur, c'est de consacrer un effort qui équivaut à 2% de sa masse salariale annuelle à ces deux postes, formation et apprentissage. Ok, 2%. Mais 2% de quoi exactement? C'est la question essentielle. La loi nous donne la réponse et elle est très précise. On parle de la masse salariale. Et attention, petite précision qui change tout, ce n'est pas le salaire net. C'est l'ensemble des rémunérations brutes, donc avec toutes les primes, toutes les indemnités, avant les déductions. C'est cette base de calcul qui est fondamentale à maîtriser. Allez, on arrive à la partie que tout le monde attend. Les fameuses astuces pour réduire la note. Comment on fait pour payer moins ou même carrément zéro? Et j'insiste, on parle de stratégie 100% légale. Il s'agit simplement d'utiliser les outils que la loi met à notre disposition. Première astuce, et franchement, c'est la plus simple. Tout dépend de la taille de l'entreprise. Vous avez moins de 20 salariés. Bonne nouvelle, vous êtes automatiquement exonéré de la taxe de formation continue, celle de 1%. Pouf, la charge est divisée par 2 d'un coup. Il ne reste plus que le 1% pour l'apprentissage. Deuxième astuce, et là, on touche au cœur du système. En fait, il faut comprendre la philosophie de la loi. Ces taxes, vous ne les devez que si vous ne dépensez pas déjà cet argent en formation. C'est une incitation. L'État vous dit formez vos équipes vous-même, et si vous le faites, vous n'aurez rien à me payer, c'est aussi simple que ça. Regardez, un petit calcul pour que ce soit bien clair. Disons que votre masse salariale annuelle est de 150 millions de dinars. Votre obligation de formation, c'est 1%, soit 1,5 million. Maintenant, si vous avez réellement dépensé 1,2 million en formation, eh bien vous ne payez que la différence, c'est-à-dire 300 000 dinars. Et le top du top, si vous dépensez 1,5 million ou plus, la taxe à payer est de 0. C'est un simple jeu de soustraction. Troisième astuce, celle-ci est un peu plus technique mais hyper intéressante. Imaginez que vous ne trouviez pas d'apprenti. Ça arrive, surtout dans des métiers très spécialisés. Eh bien, la loi a prévu une solution. Vous pouvez, en le justifiant bien sûr, prendre le budget de 1% de l'apprentissage et le basculer sur la formation de vos salariés actuels. C'est une super flexibilité. Alors là, attention, astuce de pro souvent oubliée. Les salaires de vos employés expatriés, vous pouvez les sortir de l'assiette de calcul. C'est parfaitement légal. La logique derrière ça, c'est que s'ils sont là, c'est qu'on manque de cette compétence localement. Donc ça justifie d'autant plus l'effort de formation sur les équipes locales. Et mine de rien, en fonction des salaires, ça peut faire baisser la note de manière assez spectaculaire. Point crucial, vraiment j'insiste là-dessus, vous avez bien tout optimisé. Vous arrivez à un montant à payer de 0 dinar, bravo. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. La déclaration, elle, reste obligatoire. C'est ce qu'on appelle une déclaration néant. C'est ce papier qui prouve que vous êtes en règle. Si vous l'oubliez, c'est là que les problèmes commencent. Bon, on a vu les stratégies maintenant. Comment on fait en pratique? Quelles sont les étapes pour déclarer tout ça correctement et dormir sur ses deux oreilles? En fait, c'est un processus assez simple, mais il faut être rigoureux. Il y a un formulaire spécifique à remplir, une date butoir à graver dans le marbre, le 20 février de l'année suivante. Vous déposez tout ça à votre recette des impôts. Et surtout, le plus important,
joindre tous les justificatifs. Les factures, les états détaillés de vos dépenses, soyez carré là-dessus. C'est ce qui vous couvrira en cas de contrôle. Ok, on a vu le comment faire. Maintenant, voyons rapidement pourquoi il ne faut surtout pas prendre ça à la légère. Quels sont les risques si on ne respecte pas les règles? Là, les chiffres sont sans appel. Si la déclaration est en retard, incomplète ou si elle manque carrément, les pénalités peuvent monter vite. On parle de 10 à 25% de pénalités, plus des majorations. Faites le calcul, ça coûte beaucoup moins cher d'être en règle que de jouer avec le feu et de risquer un redressement. Et on termine avec un peu de prospective. Parce qu'attention, le système qu'on vient de décrire va évoluer. À partir de 2026, les règles changent. Il faut s'y préparer dès maintenant. Alors, qu'est-ce qui change concrètement ? D'abord, la fréquence. Fini la déclaration annuelle, on passe à du semestriel. Donc, notez bien ces deux nouvelles dates limites, 20 juillet pour le premier semestre et 20 janvier pour le second. L'autre gros changement, c'est que maintenant, les dépenses pour les stagiaires étudiants comptent aussi. C'est une nouvelle opportunité pour atteindre son quota de dépenses et donc payer moins d'impôts. Du coup, la question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que vos processus internes sont prêts pour ce changement ? Avec 2 déclarations par an et l'ajout des stagiaires, il faut sans doute revoir un peu sa manière de suivre les dépenses. C'est vraiment le moment de se pencher dessus pour être sûr non seulement d'être en règle en 2026, mais aussi de continuer à optimiser au maximum.